Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Morning. On est avec Mosley. Bonjour. Bonjour DAF, bonjour tout le monde. Bonjour Rémi, Fallon et Elvis. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, merci. Et le long week-end? Il a été dans l'ensemble, étant donné que c'était un week-end plein de rebondissements et de mouvements. Tu t'es accrédité par la HAC? Oui, je suis membre Fallon de la... et toi? Je suis... Non, c'est pas par la HAC, ça c'est par le ministère de la Communication qui nous a fait des accréditations. Donc voilà, vous avez les accréditations. Pour pouvoir couvrir les... pour pouvoir couvrir le référendum, et c'est normal dans un pays quand il y a une organisation comme celle-là, le gouvernement a la possibilité de décider d'octroyer des autorisations de couverture, ce qu'on appelle aussi l'accréditation, pour permettre à ce qu'on ait au moins une idée précise des médias qui sont, du moins, qui ont été retenus officiellement pour couvrir l'événement, afin d'éviter aussi un certain type de dérapage ou encore de situations où on aurait des gens qui viendraient communiquer ou qui pourraient communiquer sur les informations en rapport avec l'événement en question, en l'occurrence le référendum qui s'est passé, et qui n'avaient pas habilité à le faire, ou qu'on soit capable de pouvoir saisir les responsables. Parce que lorsqu'on décide l'accréditation d'un journaliste ou d'un producteur ou une équipe de médias, évidemment, c'est à la demande de votre organe de presse, et là on sait exactement qui est l'autorité, du moins qui est la personne ou le responsable qui a sollicité, et on peut facilement le saisir. Donc tu étais sur le terrain? Oui, j'ai fait du terrain le week-end. Alors, ça ressort quoi, tes observations? Alors, ce qui ressort, premièrement, si on doit aller dans le sens des leçons qu'on peut retenir de cette campagne référendaire ou du référendum constitutionnel qui s'est passé le 16, il faut savoir qu'on a quand même eu une campagne assez quand même mouvementée, dans la mesure où on avait quand même deux tendances. Ces deux tendances, en l'occurrence, une pour le oui, l'autre pour le non, étant donné que l'objectif ou la préoccupation principale qui avait été soumise aux Gabonais lors de ce référendum, c'était de savoir s'ils sont pour ou contre la nouvelle constitution. Et il fallait aller faire le choix dans les urnes en votant le bulletin oui ou en votant le bulletin non. À partir de cet instant, il y a des camps qui sont véritablement dégagés. Et comme on l'a souvent rappelé ici, tout est parti d'un processus. Et ce processus, c'est celui qui est en rapport avec la feuille de route qui avait été livrée par les militaires, donc le CTRI, lorsqu'il y a eu la prise de pouvoir. Quelques mois après, ils ont décliné leurs orientations et comment ils entendaient le chronogramme d'exécution de la transition. Et dans ce chronogramme d'exécution de la transition, il se trouve que dans l'une des mesures, il y avait l'organisation du dialogue national inclusif. Ce dialogue national inclusif, quoique on peut relever chez certains acteurs le fait qu'il n'ait pas été convié, pour eux ça pose problème, mais n'empêche que au moins près de 800 Gabonais étaient au dialogue et ont pu discuter ensemble de tout ce qui avait été fait comme proposition par les Gabonais, parce qu'il faut savoir qu'il y avait eu des appels à contribution pour les thèmes à débattre, et en fonction des thèmes, on a créé des ateliers, et ces différents ateliers ont donné droit à des sujets. Et dans celui-ci, il y avait évidemment celui de pouvoir doter le Gabon du moins dans un de ceux-ci, il y avait la possibilité de pouvoir doter le Gabon d'une nouvelle constitution, la constitution étant la mère des lois et qui est la loi fondamentale de laquelle découle l'ensemble de l'ordonnancement juridique que nous avons dans notre pays. Donc à partir de cet instant, on a également épluché l'ensemble des recommandations qui ont été faites par les commissaires lors du dialogue national inclusif, et qui par la suite a fait l'objet d'un rapport remis au président de la transition, et qui avait dans la même foulée convoqué, on va dire, un groupe d'experts pour pouvoir on va dire concevoir la nouvelle constitution, notamment dans le cadre du Conseil national constitutionnel. Et c'est ces moutures-là qui avaient été soumises au Parlement, et le Parlement a fait des amendements qui ont été retransmis au président de la transition, qui par la suite a remis le rapport au gouvernement, et à la suite de ce rapport remis au gouvernement, donc en l'occurrence au Premier ministre Raymond Donsima, on a très bien compris qu'on était déjà à la phase d'appel à l'organisation du référendum qui pouvait se tenir au mois de novembre ou au mois de décembre.
c'est vrai que de prime abord, beaucoup n'ont pas compris pourquoi avoir choisi le mois de novembre, dans la mesure où c'est quand même un mois particulier, où il y a la saison des pluies est quand même assez marquée, mais également parce qu'au mois de novembre, les enfants sont encore à l'école. On a pu le constater durant la campagne référendaire que on n'avait pas un engouement comme on l'aurait souhaité parce que simplement les gens sont préoccupés par des questions domestiques. Et les enfants vont à l'école, il faut se préparer. Mais il y a eu quand même on va dire des campagnes qui ont été menées, des causeries qui ont été organisées par les différents mouvements. On a vu un déferlement de mouvements et d'associations qui étaient du côté qui étaient membres de la tendance du oui et qui ont véritablement inondé le terrain des affiches de campagne, des t-shirts, des discours, des sorties médiatiques. En tout cas, on a eu un peu de tout. Ensuite, il y a eu aussi le camp du non qui lui également s'est clairement manifesté et a essayé d'exister sur la scène publique, même si un certain nombre de tenants de cette tendance disaient que l'objectif pour eux, ce n'était pas nécessairement d'aller vers l'idée qu'ils vont gagner, mais c'était pour interpeller sur un certain nombre d'aspects ou de points qui restent encore améliorés au niveau de la Constitution ou du projet de Constitution qui a été proposé aux Gabonais. Et c'était l'objectif qui était le leur, attirer l'attention et amener un grand nombre de populations à se rendre compte qu'il y a encore des choses à améliorer. Ensuite, quand on va un peu plus loin, on peut constater que cette opposition oui et non a donné quand même un nouveau clivage, parce que ça veut dire qu'on avait déjà un clivage qui existait sans le dire entre les partisans du Cetérier et du président de la transition et ceux qui estiment qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, et vu la manière dont les choses sont faites, ils ne se retrouvent pas dans la gestion de l'État aujourd'hui, même si, et de surcroît, parce qu'il y a eu aussi une confusion dans les messages qui ont été diffusés. Beaucoup, si vous allez à l'intérieur du pays, beaucoup de personnes ont confondu entre le vote référendaire en rapport avec la Constitution et la confiance à accorder au président de la transition. Donc, c'était en fonction des messages, ce qui a créé un nouveau clivage entre ceux qui sont pour le oui et le non. Maintenant, après, c'est de bonne guerre dans la mesure où nous étions dans une élection et il faut nécessairement qu'un camp se dégage. Et lorsque ce camp-là se dégage, la situation est qu'on ne peut qu'aller vers l'euphorie, même si au fond, c'est le Gabon qui peut se targuer d'avoir quand même organisé cette élection-là, où on n'a pas enregistré énormément de heures, même si, au fond, on peut aller voir qu'il y a eu quand même un certain nombre de petites situations qui auraient pu être préjudiciables pour la qualité même de la campagne, en l'occurrence, le trop plein d'espèces sonnantes et trébuchantes qu'on a vu distribuer aux populations. Et si tout le monde... C'était pas des espèces sonnantes, 2000, 5000. On est dans les espèces sonnantes quand on dépasse le yard. Mais... le lion, bien non, on commence par le lion. Après on monte au yard. Au yard. Non, ce qu'il faut dire, c'est que le fait qu'il y ait eu la circulation des devises augure quand même que nous sommes encore dans un pays où les gens ne sont pas prêts. Moi, j'ai posé la question à quelqu'un qui, au moment où on exerçait notre droit de vote à Martine Labou, je lui posais la question, mais pourquoi on a choisi, du moins certains leaders, que ça soit de la tendance du oui ou de la tendance du non, ont choisi de donner de l'argent aux gens qui sont venus les écouter, alors qu'au fond, cette élection, on n'aurait même pas dû... Parce que c'est des pratiques que ces personnes ont depuis. Mais ces pratiques ne devraient plus exister. Et mais c'est comme ça que ça a marché avec eux. Donc Oui, je sais que c'est comme ça que ça a marché avec eux, mais à un moment donné, aujourd'hui, il est question de reformater le logiciel en termes de réflexion et d'adhésion aux idéaux de l'État ou patriotique. On doit pouvoir mettre à plat ce type de comportement. Pourquoi aller convaincre quelqu'un avec de l'argent pour qu'il vienne voter pour la Constitution? C'est pas le chef d'État c'est pas la présidentielle qui était organisée, ce n'est pas l'élection législative, ce n'est même pas les élections locales qui étaient organisées. À partir de cet instant, on te demande de venir faire le choix entre ta vie d'aujourd'hui et celle de demain. Pourquoi tu veux qu'on te donne de l'argent pour ça? Donc, à un moment donné, il était important, je pense, que là aussi, les autorités qui avaient en charge l'organisation de ce référendum interdisent ce genre de pratique parce que ça ne donne pas un cachet, on va dire, en termes de qualité à l'organisation de nos élections. Parce que
quand on parle de corruption, la corruption, c'est pas seulement parce que quelqu'un a pris un pot de vin ou parce que quelqu'un a reçu, je sais pas, une mallette d'argent par rapport à X ou Y travail qu'il aurait fait en sourdine. Mais c'est aussi ça de la corruption, parce que vous allez convaincre quelqu'un qui est dans la souffrance avec 2000 francs pour voter. À un moment donné, même pour 2000 est redevable. Quand on connaît le coût de la vie aujourd'hui au Gabon, pour 2000 francs, on est facilement redevable aujourd'hui et on finit par adhérer. Et je pense que le projet qui va suivre, celui de la révision de la loi électorale, doit pouvoir plafonner un certain nombre de choses, doit pouvoir interdire d'autres. La pratique de la corruption des électeurs doit cesser. La pratique du transport des électeurs doit cesser, parce que cela ne crédibilise pas les résultats que nous avons. Même si on va dire que les gens vont voter dans leur fief ou leur localité, mais on est électeur au Gabon, peu importe où on se trouve. À moins qu'on ait eu... Oui. Je disais, mais Mosley, est-ce qu'il y a une loi qui encadre ça? S'il n'y a pas de loi qui encadre ça, ça veut dire que c'est pas interdit? Je suis d'accord qu'il n'y a pas une loi qui l'encadre, mais depuis longtemps, on est dans notre pays dans une posture où on dénonce cette situation. On a appelé les bœufs électoraux. Il faut pouvoir arriver à juguler ce phénomène qui, quand même, influence un certain nombre de résultats dans certaines localités. Vous avez, par exemple, les élections locales. Vous avez des gens qu'on transporte de Libreville pour, je dis un truc comme ça, Tchibanga. Mais les populations qui vivent à Tchibanga, en temps normal ou en année ordinaire, ils sont, par exemple, 3000 âmes. Et quand il y a les élections, ils se retrouvent à 10 000, 20 000 personnes. Les 17 000 ou encore les 7 000 personnes en plus viennent influencer le choix. Même si nécessairement les populations autochtones qui vivent du 1er janvier au 31 décembre, comme on le dit souvent chez nous, ne veulent pas d'un individu. Mais s'il a transporté 7 000 personnes et qui viennent le voter, ils vont imposer aux populations qui vivent au quotidien à un endroit une personne dont il ne voulait pas. Et à partir de cet instant, les décisions qu'il aura à prendre ne vont pas correspondre aux réalités qui sont les leurs. Mais donc, dans le cadre d'espèces, excuse-moi Elvis, dans le cadre d'espèces, parce que là, nous, on est dans le compte rendu du référendum. Oui, mais... Parce que tu es déjà dans l'analyse politique, des choses qui sont passées depuis Mosley. Le référendum, c'était samedi. Tu as vu quoi, les résultats? C'est là où on est. Mais j'y arrive. Non, tu as dû. Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand vous voyez, par exemple, des scores, je suis d'accord que c'est dans tout le Gabon, au niveau national, on a des scores qui dénotent de ce qu'il y a eu une adhésion par rapport au taux de participation. Je crois qu'il est autour de 53%. Il y a eu une adhésion des populations au vote du oui. Mais n'empêche que dans ce vote du oui, il faut bien que les acteurs politiques comprennent aujourd'hui que le fait de transporter les électeurs, ça biaise aussi les résultats. Ça crée un déséquilibre entre les résultats qu'on peut observer dans le Haut-Ogooué ou encore dans la Nyanga ou dans l'estuaire. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à un encadrement qui permette à ce que si vous êtes établi quelque part, vous soyez capable d'influencer le choix des décideurs de l'endroit où vous vivez au quotidien. Vous ne pouvez pas vivre au 5e arrondissement de Libreville, aller voter à Tchibanga et croire que vous faites œuvre utile pour la nation. Non. Parce que ceux qui vont prendre les décisions au 5e arrondissement, et quand ces décisions vont s'imposer à vous, eh bien, vous serez lésés. Alors que vous-même, vous avez fait le choix d'aller être électeur à Tchibanga en laissant l'endroit où vous vivez au quotidien. Donc, c'est autant de choses qu'il faut aujourd'hui qu'on remette en cause et qu'on essaie un peu de dénoncer pour que ceux qui vont fabriquer la prochaine loi électorale, qui d'ici février pourra être soumise encore une fois à l'appréciation des Gabonais, peut-être pas par référendum, mais à travers le Parlement, eh bien, on pourra réellement mettre des garde-fous pour éviter ce genre de dérive. Ensuite, il y a la question centrale du Parti démocratique gabonais qui reste quand même une équation. Tout le monde a pu observer que malgré le fait qu'un grand nombre de partis politiques et d'associations étaient en faveur du oui, mais leur adversaire direct, c'était le Parti démocratique gabonais. Et comment ça? On est dans la Constitution, où est le rapport avec le Parti démocratique? Mais parce que beaucoup estiment que le fait que le PDG soit autour du président de la transition, c'est un problème. Ça, c'est une émotion, Mosley. Oui, oui. C'est les émotions. Est-ce que c'est dans la politique? La politique, c'est aussi l'art de transmettre des émotions. Ça a déjà été réglé par le porte-parole. Ça a même été dit durant
les débats à la une. La campagne. Ça, c'est les débats. Et si tu regardes bien, dans les émotions, dans le concret, gars. Tu prends un parti comme PLC pour le changement. Dans la politique. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Vous mettez les sentiments. Okay. Mais c'est la question qu'on a posée. Si tu te rappelles, on a posé cette question-là à Mme Boussamba en lui disant que mais vous êtes contre le PDG, mais vous travaillez le PDG. Elle avait répondu que c'est des circonstances. C'était les choses des émotions. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que pour beaucoup qui ont soutenu le oui, le PDG reste un problème. Mais là, on va maintenant voir ça reste un problème comment en fait. Ça reste un problème pour eux parce que ce sont eux qui occupent l'ensemble. On leur a déjà dit on va régler le problème au législatif sur le terrain. Vous mettez des émotions pour c'est exactement ce qui va atteindre. C'est là où je voulais en venir. Par exemple, tu vois le secrétaire exécutif de PLC, Ange-Kevin Digou. C'est là où tu vas voir qu'il y a les émotions dans la politique. Parce que je vais voir comment ils vont battre le PDG sur le terrain. Ah, mais c'est pas un défi. C'est pas toi qui dois lancer ce défi. Non, parce qu'on connaît les Gabonais pour leur versatilité. Hein. Mais bien sûr. Voilà. Et puis il y a beaucoup, mon frère, je te coupe la parole, et puis il y a beaucoup qui en parlent au quartier et tout, parce qu'on a eu une grande mobilisation du PDG à travers ses leaders, et derrière, quand on voit les scores, tu vois un peu. Voilà, donc maintenant quand on revient aux scores, les scores qui ont été présentés, on comprend bien qu'aujourd'hui, le curseur on va dire, des résultats assez soviétiques, c'est déplacé un peu du Haut-Togo pour le Wollentham. On comprend bien que les deux provinces dont est originaire le président de la transition, ces deux provinces ont été... Oui, donc ces deux provinces se sont inscrites dans la logique d'une compétition pour voir qui des deux va donner un score suffisamment important. Pour toi, c'était la compétition entre l'ONTM et le Haut-Togo. Alors qu'on parle de voter la constitution. Bien sûr, ils ont fait de la... Mais il non, faut... bon, c'est toi, des fois, tes analyses, c'est les analyses... Mais c'est pas moi. Les analyses des réseaux sociaux, je suis la vieille. Non, là, tu déconnes, car. C'est pas moi, c'est tu fais une sortie de piste. C'est pas moi, c'est le terrain. C'est le terrain et les discours. Non, c'est pas le terrain. Si. Tu es le chroniqueur politique agréé par la HAC. Et le ministère de la Communication, tu n'es pas venu genre, prendre les exemples des pays que le Nord fait la guerre. Non, rien à voir avec pas la guerre. Fait la concurrence avec le Sud. C'est pas eux qui a posté ça. Il y avait un posté dessus. Je n'ai pas encore regardé. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que nous sommes vraisemblablement dans une situation où le Wollentham et le Haut-Togo ont donné des scores confortables. Et à partir de cet instant, on est logiquement dans un système où on voit bien qu'au niveau national, le président de la transition, la Constitution, le vote de la Constitution a été plébiscité. Et quand vous allez à l'extérieur, il y a eu une victoire du oui à l'extérieur, mais la France a marqué quand même cette campagne. C'est le seul endroit où les gens ont dit non, qui n'étaient pas d'accord avec ce qui est proposé. Bon, ça peut se comprendre dans la mesure où un certain nombre d'activistes devenus grands responsables politiques sous le CTRI, mais également un certain nombre de leaders sont dans le gouvernement et que les propositions qui avaient été faites dès le départ par le président de la Constitution concernant pour la Constitution concernant la question de la nationalité et consorts, eh bien, ont aujourd'hui eu un impact sur la capacité de ceux qui se retrouvent en France à pouvoir juger de la pertinence ou de la qualité de la Constitution qui a été proposée, dans la mesure où avoir un père et une mère originaires du Gabon et pour prétendre être chef de l'État ou prétendre être membre du moins responsable d'une grande administration, ça crée forcément une certaine frustration quand on sait qu'il y a beaucoup de binationaux aujourd'hui qui vivent en France ou des gens qui font des enfants avec des personnes étrangères étant en France. À partir de cet instant, ça peut se comprendre. Donc il y a que ce qu'on peut observer, c'est que sur le plan national, de façon générale, en dehors de quelques provinces où le Nord a quand même marqué, par exemple, 16%, je crois, dans l'Angounier, si je ne me trompe pas, on peut quand même dire qu'en l'état actuel des choses, le oui l'a emporté et que finalement, comme le disaient peut-être les partis politiques qui ont soutenu le oui, on pourra aller au fur et à mesure vers une modification d'un certain nombre d'aspects qui semblent encore indigestes dans la Constitution et que finalement on parvienne donc aucun Gabonais n'a voté le non dans le G2. De ce qui ressort, non. Mais il faut retenir qu'il y a eu quand même une grande abstention dans un grand nombre de provinces. Le G2, c'est, je crois, 80, si je ne me trompe pas, 80% par là.
à peu près, donc 86 ou 87%, un truc de ce genre. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a des localités où les gens ont voté 100%. Bon, si vous êtes 70 électeurs, vous connaissez. Donc, nécessairement... On essaye de voter. Voilà. Donc, nécessairement, il y avait de quoi que dans certains bureaux de vote, on retrouve les 100%. Et il faut savoir que les gens ont besoin d'un souffle nouveau. Les gens croient que ce qui est proposé aujourd'hui peut permettre à ce qu'il y ait une certaine assurance en termes de développement, en termes d'émancipation sociale et politique des populations gabonaises. On espère simplement que les autorités de la transition prendront à cœur ce plébiscite et vont pouvoir proposer, par exemple dans le cadre de la loi électorale qui est en gestation ou bien qui va être mise en exergue prochainement, qu'ils prennent cela à cœur de pouvoir aller dans le sens d'une véritable organisation des élections transparentes, de qualité, et que cette constitution ne soit pas un chiffon de plus, comme on l'a souvent entendu, entre griffes, et que ça soit réellement la loi qui va désormais gouverner et dont on pouvait faire des amendements pour l'améliorer encore un peu plus, la rendre beaucoup plus acceptable pour tous, et que nous soyons tous en mesure de pouvoir accompagner le développement que nous voulons pour notre pays et que nous nous exprimions de façon à pouvoir faire en sorte que le Gabon soit cette grande nation dont nous rêvons tous. C'est bon? C'est bon. D'accord. Merci Mosley. On fait un big up spécial à Féline Dongo avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et on fait... Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.